Bonjour Julien, merci Bonjour. de nous accorder un petit peu de ton temps. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu qui tu es, ton métier, ton parcours? Oui, avec plaisir. Je suis donc à l'origine de la création d'un family office. Donc un family office est là pour accompagner de notre côté des professions libérales ou des entrepreneurs sur l'ensemble de la dimension, sur l'ensemble du spectre qui compose leur environnement professionnel mais aussi personnel, en optimisant et en touchant du doigt des sujets comme la fiscalité, le juridique, mais également toute la dimension financière, que ce soit les investissements, que ce soit toute la dimension crédit. Et on est là justement pour les accompagner et qu'ils puissent déléguer, se concentrer sur leurs propres activités. Et nous, on s'occupe du reste avec l'ensemble de l'équipe. Et du coup, alors on peut, si je résume, il y a une partie qui pourrait être la création du cabinet, les investissements matériels, locaux et compagnie. Et l'autre partie, du coup, ça correspondrait à... À toute la partie, une fois que j'ai créé mon cabinet, que j'ai du flux, j'ai de la patientèle, finalement j'engage et je reçois pas mal de flux, le cabinet va bien, et finalement de quelle manière je peux optimiser ma rémunération, de quelle manière je peux procéder à des investissements dans l'intérêt du cabinet. Est-ce que je dois acheter les murs? Est-ce que finalement je dois changer de matériel? Est-ce que je peux acheter une voiture, etc. Donc toutes ces dimensions-là, nous l'abordons. Nous sommes, nous, sur une dimension de conseil exclusivement. On n'est pas là pour vendre des produits. On est là pour conseiller au mieux nos clients et nous travaillons ensuite en partenariat avec les banquiers classiques. J'ai moi-même un parcours de banquier puisque je l'ai été pendant 20 ans. Julien, est-ce que tu peux nous présenter déjà un petit peu les différentes formes de financement qui pourraient s'offrir à nous et peut-être du coup avec des exemples finalement de se dire en fonction de tel ou tel projet professionnel dans le cadre de la création ou de l'exercice d'un cabinet, qu'est-ce que nous pourrions choisir, pourquoi, comment et les avantages et inconvénients de chacun. Tu as raison d'évoquer ce point, c'est un véritable outil d'optimisation professionnelle et patrimoniale, le crédit. Il y a deux éléments fondamentaux. Un, c'est l'actualité. Quel environnement économique j'ai autour de moi, permettant d'utiliser cet outil à bon escient ou pas. L'environnement actuel, bien évidemment, le permet, avec des taux bas. Et de l'autre côté, c'est quelle est la typologie, quelle est l'acquisition que je vais pouvoir réaliser en face, et en fonction de la typologie, d'adapter et choisir la bonne solution de financement, donc adéquat par rapport au projet, en fonction bien évidemment de la durée et de la dimension, l'intégration comptable ou non, dans le cadre de mon activité. Donc finalement, on peut peut-être réunir cela ou compartimenter en deux grandes solutions. La première, c'est plutôt toute la particularité, toute la dimension immobilière. Je veux acheter mon cabinet, je veux acheter les murs de mon cabinet ou ma résidence principale, peu importe. De quelle manière je peux réaliser cette opération? Le principal, c'est de pouvoir créer bien souvent un véhicule d'investissement. On parle souvent de société civile immobilière, dans lequel nous avons la possibilité de pouvoir intégrer et de commencer à transmettre, d'intégrer un enfant, l'épouse, etc. Mais là, on est dans la composante plutôt juridique et patrimoniale. Sur la dimension crédit, lors de l'acquisition de murs, il y a différentes solutions. La plus simple est le crédit amortissable classique, alors à taux fixe ou à taux variable. L'environnement actuel, bien évidemment, impose le taux fixe. Les conditions sont particulièrement avantageuses aujourd'hui. Le variable n'a absolument aucun sens. Il se conjugue parfaitement bien lorsqu'il y a une baisse des taux d'intérêt. Là, étant au plus bas, Alors, ça va être compliqué d'aller chercher plus bas. je vais t'arrêter, je vais revenir à nous qui sommes des professionnels de la santé, mais pas du crédit. Donc déjà, tu as employé un terme entre taux fixe et taux variable. Quelle différence entre les deux? Que représente l'un et l'autre dans la constitution d'un crédit? Le taux fixe, vous cristallisez en fait des conditions de crédit à l'instant où vous entamez la démarche de financement. Donc le taux reste fixe pendant toute la durée du crédit. D'accord. Et le taux variable, lui, va évoluer en fonction de la conjoncture et d'indices de référence de marché. Bien souvent, c'est l'OAT. On peut avoir le RIBOR, enfin peu importe, ce sont des termes un peu complexes, mais ce sont les taux d'échange interbancaires au sein de l'Union européenne. Et le taux variable vient s'indexer en fait directement sur ces taux-là. Et ces taux-là, comme je le disais tout à l'heure, sont au plus bas, puisque l'environnement économique est... Est-ce que je peux dire qu'il faudrait toujours prendre du taux fixe? Non, dans la situation actuelle, oui, mais il y a encore quelques années, le taux variable était intéressant. On pouvait avoir des taux d'intérêt à l'époque entre 4 et 5 et finalement, on voit que depuis à peu près une vingtaine d'années, les taux baissent
progressivement. Donc ceux qui étaient en taux fixe au départ, ils auraient été en taux fixe, ils seraient restés avec leur taux à 4 ou 5% pendant les 15 ans ou 20 ans d'amortissement. Et ceux qui ont choisi d'avoir justement ce taux variable, finalement aujourd'hui bénéficient de taux particulièrement bas. Oui, et on peut dire qu'à un instant T, le taux fixe est toujours un peu plus cher malgré tout que le taux variable. Exactement. Et ça, vous le retrouvez au terme, puisque ce qui est intéressant sur un crédit, c'est de regarder le coût global du crédit, qui se compose à la fois du montant, des conditions, donc des intérêts, mais également de la partie assurance, de la partie frais de dossier, on en reparlera. Mais il faut être particulièrement vigilant sur ce coût de crédit. Et par définition, lorsque vous êtes sur un taux variable, vous ne maîtrisez pas ce coût-là, puisqu'on ne peut pas anticiper l'évolution des taux à 5, 10 ou 15 ans. Donc il est propice, lorsqu'il y a une pente plutôt descendante des taux ou des conditions liées à un environnement économique particulier. Mais dans les conditions actuelles, bien évidemment, on resterait sur du fixe. Aujourd'hui, vous pouvez facilement négocier un emprunt autour des 1%. Pourrions-nous imaginer deux prêts, un avec un taux d'intérêt plus faible que l'autre, et pour autant un coût total du crédit qui serait quand même plus important sur ce premier crédit à taux d'intérêt qui... Tout à fait. Alors là, on est dans le schéma de remboursement. Il y a deux typologies de remboursement. Soit l'amortissement, où là, vous avez une échéance et progressivement, chaque mois, vous remboursez une échéance et donc vous amortissez du capital, vous payez vos intérêts. Et puis, il y a l'autre schéma, qui est la solution in fine, où là, pour être technique, vous ne remboursez pas donc, le capital, vous ne remboursez que des intérêts. Donc ça a pour vertu d'avoir une échéance particulièrement faible, plus attractive, moins élevée donc tous les mois. Mais attention, bien évidemment, le capital que vous ne remboursez pas tous les mois, vous le remboursez à la sortie. Donc en fonction de l'échéance, 7, 10 ans, ce sont les échéances globalement maximum que propose le marché. Et au bout de 10 ans, votre banquier vous dit, voilà, vous avez emprunté 100, vous me devez les 100. Donc vous n'avez rien remboursé sur le capital pendant cette période-là. Donc cette solution et cette équation est intéressante à partir du moment où le capital que vous ne remboursez pas, vous le placez, et ça n'a de sens qu'à partir du moment où le placement a un rendement supérieur au coût du crédit proposé. Donc on peut dire que ce crédit in fine, c'est un effet de levier pour investir par ailleurs, mais qu'il a ce côté dangereux de devoir tout payer au dernier moment, et il faut être sûr de ne pas avoir eu de pépin dans la vie. Et il coûte plus cher à ISO, bien évidemment, puisque vous ne remboursez que des intérêts, donc pas de remboursement de capital. Donc en fait, c'est comme si vous payiez un loyer en remboursant ces intérêts, et puis au bout des 10 ans, votre banquier vous appelle en vous disant voilà, vous me devez le capital. Donc la solution amortissable est toujours plus intéressante, puisque vous amortissez pour ceux qui sont peut-être les plus prudents. En tout cas, je trouve que c'est ce schéma d'être vertueux, puisque vous maîtrisez en fait votre remboursement. Le in fine, attention, deux parallèles, le crédit et le placement. Et bien évidemment, l'équation est connue, c'est que vous devez vous assurer. Alors si vous partez en plus sur un in fine à taux variable, c'est encore plus compliqué à maîtriser. Donc in fine taux fixe, en face, vous regardez ce que vous pouvez avoir comme rendement sur votre placement. Et l'idée, c'est simplement de comparer ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte.